ma reconstruction masculine passait aussi par la conscience de mon corps et en particulier de ma colonne vertébrale. Et Marianne insiste que même pour pouvoir construire le féminin, les femmes doivent construire leur colonne vertébrale, leur solidité et leur aspect yang dans la vie. Bonjour Lilia. Bonjour Dominique. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais bien que nous parlions du féminin et du masculin et surtout du défi que ça entraîne à l'intérieur de nous, dans nos relations et aussi par rapport à l'aspect thérapeutique. Euh, voilà, donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce féminin-masculin? Je crois que j'en ai déjà parlé par ailleurs, et pourtant, nous n'en parlerons jamais suffisamment, parce que c'est un sujet qui peut se regarder sous de multiples angles et qui... Alors c'est un sujet, on peut en parler comme un sujet d'étude, mais en fait, c'est surtout, euh, c'est surtout essentiel. C'est un sujet essentiel au niveau du ressenti, au niveau de toute notre vie. C'est ce rapport d'abord entre homme et femme. Hein. Quand on dit féminin, on dit bien le mot même se réfère à femme, et masculin, ça se réfère à l'homme. Donc, on peut parler des déséquilibres masculins et féminins à l'intérieur de soi, mais c'est toujours en référence à quelque chose de très élusif qui serait l'essence de la femme et l'essence de l'homme. Et qu'est-ce que c'est que la polarité des êtres humains entre hommes et femmes? Et c'est donc en rapport aussi avec la relation amoureuse. Qu'est-ce que c'est que l'amour entre un homme et une femme? Et c'est aussi euh, l'aspect de la procréation, l'aspect de l'enfant. Donc c'est tout le devenir dans l'équilibre entre masculin et féminin, c'est tout le devenir de l'espèce humaine et de l'aventure de nos vies, de la naissance à la mort, avec ce qui s'est passé et ce qui se passe tout au long de notre vie, dans nos échanges euh, amoureux sexuels, notre naissance, et ensuite et à travers tout ça, les déséquilibres dans les relations homme-femme, père et mère, qui se répètent de génération en génération, avec la compulsion de répéter, enfin, le fait que nous répétions inconsciemment des schémas de relations dans lesquels étaient nos parents et nos grands-parents, et que ce soit en réaction, en contre-réaction. Et même si je veux faire différemment, c'est de mon père et de ma mère, je le fais en rapport quand même avec ce qu'ont été mon père et ma mère. Non, quand même, la définition, comment je définis de faire autrement, c'est quand même encore en rapport avec mes parents. Et, et quand je dis avec mes parents, mais c'est aussi à travers toute la société, tout ce qui est véhiculé dans, 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 la, dans la société par rapport justement à ce que c'est qu'un homme, une femme et comment ils doivent être en relation l'un avec l'autre. Et là, dans mon expérience, pour avoir travaillé avec des personnes d'origine ethnique, sociale très différente, eh bien, les rapports hommes-femmes et donc le devenir de l'enfant, c'est complètement différent. Hein, si on travaille en ayant fait des séminaires en Russie, euh, toute, euh, toute la question du pouvoir masculin, par exemple, est énorme. Alors que quand j'ai travaillé en Guadeloupe et en Martinique,
eh bien, la question de l'équilibre homme-femme, c'est beaucoup, curieusement, c'est complètement différent et c'est en rapport avec ce qu'a été le dominant, le colonialiste, enfin l'esclavagiste, d'une part, qui est une forme d'hyper masculin, violent et tyrannique, et d'autre part, ce que sont devenus les rapports entre hommes et femmes quand il y avait un esclave qui était utilisé parce qu'il était plus fort comme reproducteur, et les femmes qui étaient considérées comme des femelles qu'on amenait au taureau. Et le drame, même encore maintenant, le devenir des familles et des développements entre masculin et féminin pour les Antillais, origine de l'esclavage, de ce drame, de ce crime abominable contre l'humanité, finalement, qui était l'esclavage, eh bien, on souffre encore 100, 200 ou 300 ans plus tard, dans la façon dont on se vive le rapport entre le masculin et le féminin, ou le féminin et le masculin. Donc, et voilà, je pourrais parler aussi, parce que c'est un thème que tu connais bien par toi-même à cause de tes origines franco-tunisiennes. Et quand on prend le masculin et le féminin vu dans un monde musulman, ou dans un monde catholique, ou dans un monde laïque, tout ça, comment ont évolué les différentes sociétés, c'est énorme. Et par exemple, il y a un très beau film qui s'appelle Les Hirondelles de Kaboul sur les femmes, rapport homme-femme en Afghanistan. Tu vois, ça, c'est donc un sujet immense et qui touche dans les plus grandes profondeurs de nos tripes psychologiques et biologiques. Et j'avais un enseignant en psychothérapie, en psychologie, psychothérapie, qui disait au groupe 80% et même plus des souffrances de l'être humain proviennent de ce déséquilibre homme-femme et donc masculin et féminin à l'intérieur de nous. J'en viens à un événement qui a paru anodin, qui m'a paru anodin au départ, et qui en fait a déclenché énormément de réflexions dans un séminaire que j'ai animé il y a juste quelques semaines. Et au cours de ce séminaire, j'ai invité une femme à dire face à un homme quelque chose comme j'admire ton énergie, ou j'accepte ton énergie conquérante et masculine et même de cette énergie dans la sexualité masculine. Et là, ça a provoqué un tollé, des réactions et plein de choses qui sont remontées à la surface pour aussi bien les hommes que les femmes. Et en fait, bon, le fait d'avoir pour les hommes une énergie d'expansion, et puis de pouvoir d'avoir le droit de se sentir même avec leurs énergies sexuelles en expansion. Et ça ne veut pas dire abusive pour un homme, mais d'être complètement le droit de ça. Et ça a été tellement critiqué, cette énergie masculine plus conquérante. Je me rappelle, enfant, dans la cour de récréation,
on avait des petites buttes, comme des petites collines dans la cour de récréation. Et moi, j'étais le leader conquérant et j'emmenais une dizaine, une quinzaine d'enfants derrière moi. On montait sur la petite colline et puis on allait attaquer les autres. Alors, on avait des, enfin, des choses dans les mains, etc. Des fausses épées molles, ça ne peut pas faire mal, mais on partait à l'attaque, à la conquête. Et c'était extraordinaire, comme on s'amusait avec ça beaucoup. Hein, comme quand on jouait aux Indiens, aux cow-boys aux Indiens, etc. Et cette énergie des petits garçons est souvent dès le départ comme wow, pas trop. Et je pense de, maintenant que l'école est mixte, on a plutôt tendance à calmer les petits garçons, quoi. Pas, enfin, mais leur donner. Oui, mais comment gérer cette énergie sans que ce soit destructeur pour l'autre forme d'énergie. Et dans ce groupe, sur l'incident que je signale là, ça a réveillé pour les femmes tout ce qui est de l'énergie sexuelle masculine abusive, conquérante, ça veut dire imposant, ça veut dire les connotations des mots aussi, c'est assujettir. Si un conquérant, ben, les autres sont assujettis ou conquis. Tu vois, et c'est alors que dans, pour, pour moi, dans mon intervention par rapport à cette femme, c'était de reconnaître cette énergie verticale de l'homme qui peut s'épanouir et grandir comme un grand arbre, et que c'est aussi non pas assujettissant, mais équilibrant, et que ça peut être protecteur pour une femme qui va aller plus à l'intérieur d'elle, en cours de grossesse, d'autant plus que cette femme envers qui j'étais intervenu est en questionnement et en désir d'avoir des enfants. Et qu'est-ce qu'elle demande à son homme, qui est quelqu'un de très expansif masculin, et comment elle peut être en relation avec cette énergie oui, d'expansion virile et de puissance, et en même temps qui ne nie pas une autre forme de puissance, de puissance féminine, de puissance de capacité de donner la vie, de capacité de porter l'enfant, de capacité de nourrir, de capacité souvent oui, de soigner le cocon, la maison, l'intime. Tu vois, souvent, je vois très bien avec ma partenaire. Ma partenaire, elle s'occupe beaucoup de créer la beauté de l'intime dans notre maison. Tu vois, de tout ce qui est déco, des cristaux, des statuettes, voilà tout ça, et puis la beauté des couleurs, des coloris, voilà. Ça, et puis moi, ben, je m'en vais plus aller fendre du bois pour le poêle, chercher à allumer le feu, faire le jardin, piocher autour de la maison. Donc c'est des polarités qui sont certainement, je dirais apparemment, moins nécessaires actuellement dans la vie moderne, puisque dans tout ce qui est de professionnel en particulier, il y a moins de polarisation que dans les temps anciens. Et les temps anciens, c'est des milliers d'années. L'époque moderne où on travaille avec des ordinateurs et plus sur l'organisation, etc. Bon, même s'il y a eu des femmes
des femmes chefs de guerre ou des femmes dans, comment je dirais, dans la vie sociale, qui sont impliquées dans la vie sociale ou dans l'écriture, ça, dans les temps passés, c'est quand même massivement beaucoup moins. Parce que les besoins de la survie mettaient en valeur, et pour les besoins de la survie, il y a une polarisation très, très grande. Tu veux quand, oui, Et est-ce oui, que tu c'est veux. pas un peu aussi une stéréotype, enfin, un stéréotype de dire, bon, ben, la femme s'occupe de la beauté, de la décoration, l'homme des choses un peu plus, on va dire, physiques. Je comprends et j'entends la polarisation, mais est-ce que justement, on n'a pas besoin en tant que nous, femmes, ou vous, hommes, de pouvoir aussi avoir accès à cet autre côté et pouvoir vraiment l'explorer complètement sans que ce soit, ben non, c'est la femme qui doit s'en occuper, non, c'est l'homme, et se sentir, c'est moi qui parle, se sentir un peu, euh, pas démuni, mais désemparé de ce qui nous appartient Oui, ou du rôle qu'on pense avoir. oui, mais c'est sûr que de reconnaître la polarisation homme-femme, qui est pour moi d'origine biologique, hein, et qui donc a une grande influence sur le psychologique, ça ne dit rien des particularités individuelles et de la nécessité pour hommes et femmes de construire les deux. Mais pour pouvoir construire les deux en équilibre, il faut déjà qu'il y ait compréhension de la polarisation de tout ce qui a fait notre passé et ce qui fait quand même actuellement ce qui fait ce qui se passe à travers nos hormones et la procréation. De reconnaître complètement, pour moi, c'est une des choses, et là, je sais que je vais à l'encontre du discours dominant actuellement, je pense, des médias, etc., de la réflexion actuelle. Mon, mon positionnement, pour moi, et ça, c'est très fort en thérapie aussi, c'est que c'est d'aider les personnes, et moi, ça a été énorme dans ma propre construction d'homme, c'est déjà de reconnaître la différence. Si je ne reconnais pas la différence, je ne peux pas intégrer l'autre polarité. Hein? Que, euh, pour moi, je l'ai vécu parce que j'ai été un émigrant ou immigrant au Canada dans les années 70 avec la, l'envie d'aller vivre euh, comme un colon, quoi, sur une ferme. Bon, eh bien, je l'ai fait pendant 10 ans, ça. C'était l'aventure de mes jeunes années. Et c'est sûr que de, quand il va faire -40 l'hiver et qu'il faut, je ne sais plus combien de stères de bois pour chauffer la maison, eh bien, c'était pas ma femme de l'époque enceinte qui allait fendre le bois. Désolé, c'était moi qu'il fallait. Et quand l'eau était gelée, l'eau du puits, la tête du puits était gelée et qu'il fallait creuser dans la terre gelée pendant 2 mètres pour libérer le puits et aller rechercher et réparer la pompe, eh ben, la baramine, c'était moi qui la menais, c'était pas ma femme qui allaitait à ce moment-là, tu vois. Donc, et il y a quelque chose d'accepter pour l'homme combien il peut y avoir le plaisir de, du défi physique. Ça ne veut pas dire que, que les femmes ne l'ont pas, mais elles l'ont d'une autre façon et avec
une autre harmonie, je dirais. Elle porte autre chose. Et c'est d'accepter qu'il y ait cette autre chose aussi. Et, et si je prends le côté de la femme, comment une femme pourrait-elle porter un enfant? D'ailleurs, c'est une des difficultés pendant la grossesse, si elle n'a pas un dos solide. Et le dos, c'est vraiment, surtout si on s'en réfère à la psychosomatique, et la psychosomatique chinoise en particulier, de la médecine traditionnelle chinoise, le dos, c'est par excellence l'axe masculin, la capacité de s'ériger, d'être en érection. Et quand une femme n'a pas les reins solides et la base du sacrum, eh bien, son dos à cet endroit-là se défait souvent et ça provoque d'énormes douleurs, surtout en fin de grossesse. Hein, et qu'il y a un besoin de musculation et de renforcement de l'axe masculin de la femme pour pouvoir même biologiquement donner la vie. Et alors, du coup, ça m'emmène à une question. Comment trouver vraiment son masculin et son féminin en soi, son vrai féminin et masculin, et pas en fait celui qui est où on est imprégné par la société, par l'image du masculin et féminin qui est présent et qui dépend aussi de toute l'histoire qu'il y a eu dans les générations passées dans notre société. Voilà. J'aime beaucoup que tu dises le vrai masculin et le vrai féminin. Le faux masculin. Enfin, le faux masculin, c'est j'ai peur de la femme, j'ai peur de toute femme parce que j'ai été un petit bébé dans les bras de ma mère, complètement vulnérable, en toute impuissance. J'ai été bien mené ou mal mené en tant que bébé et enfant par cette femme qui parfois n'en pouvait plus, était en colère, me regardait avec des yeux terrifiants, puis à un autre moment était tout sourire et tout charme et que voilà, hein, regarde les mères autour de toi, tu vois, avec des bébés, comment ça peut être challengeant, tu vois. Et chez tout homme, il y a toujours la possibilité de réveiller des, des, des feelings, des ressentis de terreur en face d'une femme. Les femmes, souvent, ne le comprennent pas. Hein. Un homme d'1,90 m, une petite femme d'1,60 m, et comment cet homme-là pourrait être en fait encore sous un aspect, un petit bébé avec peur de sa mère et des changements d'humeur de sa mère, un jour qui est gentil, l'autre le lendemain qui est agressif, qui n'en peut plus, etc. Et à ce moment-là, le faux masculin, c'est de compenser cette peur par du machisme et par d'utiliser sa puissance physique, d'utiliser euh, son rôle social ou je ne sais quoi pour écraser les femmes ou sa femme. Tu vois. Et là, pour moi, le machisme, c'est à l'évidence du faux masculin. Maintenant, un homme qui a maturé et et ça se voit souvent même dans l'alignement du corps, c'est-à-dire un homme qui est tranquille et droit, bien à ce moment-là, qui est lucide, il comprend aussi les changements d'humeur d'une femme, parce que qu'on le veuille ou non, euh, les cycles de la femme, c'est bien connu, engendrent des fluctuations de l'humeur. Et ça, on peut dire l'homme et la femme sont identiques, etc. Non, c'est pas vrai. Il y a des fluctuations de l'humeur de la femme qui sont naturelles, alors que l'homme, au niveau biologique, a une plus grande
plus grande stabilité qui peut devenir une rigidité, hein, mais c'est un fait que dans l'ensemble, parce qu'il y a les variations individuelles, il y a les variations d'humeur, etc. Puis, ouais. Mais c'est l'homme a normalement, biologiquement, de son anatomiquement, etc., quelque chose de plus vertical, de plus musculaire, de plus osseux, de plus ancré et de plus stable psychologiquement. Un homme mature, je l'entends bien, c'est pas voilà. Et à ce moment-là, euh, l'homme mature et lucide peut accepter les fluctuations d'humeur de sa femme sans en faire, sans accentuer l'aspect dramatique que ça peut prendre. Il sait que cela aussi passera. Et une femme mature peut voir toutes ces difficultés à certains moments de son cycle. Et si elle peut avoir une petite voix qui lui dit à l'intérieur, mais cela va passer, je sais que j'approche de mes menstruations, etc., de mon ovulation, et que je me sens comme ça à ce moment-là. Autrement, des femmes qui sont complètement identifiées à ce qui se passe à ce moment-là, ben c'est dramatique, elles peuvent tout casser dans ces période-là, la relation et tout. Et Oui, tu veux pas. du coup, comment intégrer vraiment donc à l'intérieur de nous ces deux parties, donc aussi bien féminin, masculin, et surtout, à ce que j'entends pour une femme, le défi majeur, j'ai l'impression, c'est aussi d'accepter et d'aimer son côté féminin pour pouvoir accepter aussi le masculin. Et pour l'homme, la même chose. Donc, comment vraiment accepter au final son masculin pour les hommes et son féminin pour les femmes, malgré tout. Alors ça, c'est une question qui a de multiples aspects, vraiment de multiples aspects. Et quand tu dis comment une femme peut accepter son côté féminin, déjà, et l'homme son côté masculin, ça réfère essentiellement déjà au départ dans l'équilibre de notre père et de notre mère et de la relation entre notre père et notre mère. Et combien de femmes, et j'ai envie de te challenger, toi compris, ont envie de ressembler à leur mère, ont envie d'être comme leur mère. Tu vois tout de suite, là, je te l'ai pas, je l'ai pas fait voir, fait dire, mais tout ton corps a parlé. Il y a un endroit, non, surtout pas. Tu vois? Et pourquoi? Parce que quand la mère, avec son côté biologique, naturel, de, je dirais, d'avoir été enceinte, d'avoir porté, qu'est-ce qu'elle a représenté comme, enfin, le mot qui me vient est très fort, comme une sorte d'esclave de l'enfant, d'esclave de son mari, d'esclave de la situation, d'une certaine façon rendu victime. Je ne dis pas victimisé comme si j'étais un jugement pour les femmes qui se trouvent là-dedans, pas du tout. Mais combien ont été renvoyées et maintenues dans le rôle nourricier, non pas d'une façon, ah, je suis abondante et j'ai envie de nourrir, mais d'être coincée dans la cuisine, tu vois, avec le bébé pendu au sein et non, là, le bébé est là et puis là, comme ça. Et là, est-ce que j'ai envie de devenir comme ma mère qui a dû tout prendre en charge ou pire encore, qui a été victime des violences de mon père? Combien de femmes
ont vécu cela à cause du déséquilibre justement de la perturbation, je vais dire perversion du lien d'amour entre père et mère. Voilà. Et si on parle du père, ce que je rencontre, voilà, les choses que je rencontre en thérapie, les plus fortes, c'est souvent soit l'absence du père. Mon père était un fantôme. Combien de fois j'en dire ça? Il travaillait, il ramenait peut-être de l'argent. Et encore, quand c'est pas qu'il allait le dépenser au bistrot, enfin, ça c'est aussi une réalité pour certains, et qu'il fallait que le petit garçon aille chercher son père au bistrot. Enfin, là, il y a euh, envoyé par la mère. J'ai entendu plusieurs fois des choses aussi horribles que ça. Euh, Là, c'est cette absence ou cette violence, ce père fantôme et ce père quand il intervient, quand il arrive, surtout s'il y a de l'alcoolisme. Qu'est-ce qu'il représente? Une injonction cachée de la mère, c'est surtout ne sois pas comme ton père, mon fils, et prends sa place d'une certaine façon, une place indue. Et, et vraiment, le drame de l'absence du père juste, c'est énorme, énorme, énorme. Et ensuite, comment, adulte, quand j'arrive moi-même à être père, comment est-ce que je peux trouver en moi la justesse du masculin? C'est une tâche quasiment impossible. Et souvent, les hommes ont besoin de mentors, de quelqu'un qui, pendant au moins un temps, va représenter une masculinité tranquille et accueillante et sécurisante. Et là, moi, je suis ému quand je dis ça parce que c'est un rôle que j'ai à jouer et que j'ai déjà beaucoup joué, mais que j'ai à jouer par le fait d'être thérapeute, psychothérapeute et animateur de groupe. Et pour beaucoup d'hommes, à des moments de leur, je dirais, de leur construction, même pas de leur reconstruction, de leur construction, d'avoir j'allais dire l'honneur de pouvoir servir cela et l'exigence que ça a pour moi de continuer ma propre construction. Parce que moi-même, en face de ma partenaire, j'ai à faire attention de, à l'endroit de l'enfant effrayé. Oui, oui, même moi encore, l'enfant effrayé par rapport à sa compagne et qui ne dit pas, qui n'ose pas dire complètement les choses ou qui peut exprimer son agressivité par une remarque ou une moquerie qui est une forme d'invalidation de la femme qu'elle est. Tu vois, et cela, ça reste l'œuvre d'une vie. Et pour pouvoir servir de thérapeute mentor et de guide, à l'âge que j'ai, normalement, ça devrait l'être, 78 ans, et, eh bien, ça demande que je continue cette œuvre de reconstruction en moi. Donc, l'alignement de l'homme, ça se continue toute la vie. Et, et c'est, en psychothérapie aussi, c'est d'aider aussi les femmes qui peuvent voir en moi et expérimenter. C'est pas seulement voir, c'est expérimenter à travers la relation extrêmement intime qui est la relation de psychothérapie individuelle et aussi à travers mon positionnement dans les groupes qui peuvent apaiser quelque chose à l'intérieur d'elles en reconstruisant euh, l'imago d'un père positif et donc d'un homme
qui est positif et rassurant, et que tout partenaire que je vais rencontrer n'est pas nécessairement soit absent comme mon père, soit violent comme mon père, et parfois les deux. Hein. Un père absent peut être aussi un père violent. Et ça peut aller très bien ensemble. Parce qu'en fait, dans l'homme, il peut y avoir le feeling d'être absent, d'être impuissant. Et avec une femme qui va être castratrice parce que justement, elle ne peut pas supporter un homme violent comme son père. Hein. Et là, dans la révolte interne de l'homme mal conscientisé, qui est juste une éruption de colère et de violence. Hein? Et comment une femme, dès le moment où elle commence à s'adresser, une jeune femme, à s'adresser à des partenaires, peut savoir, je dirais savoir dans ses tripes, qu'un homme peut être autre chose que ce qu'était son père. Donc souvent, il peut y avoir le moment d'espoir fasciné d'une femme. Ah oui, lui, oh mon Dieu, c'est mon Dieu. Alors je dis oh mon Dieu, mais c'est comme un Dieu. Et puis juste derrière, il y a en arrière de cette admiration, même de cette dévotion envers un partenaire qui se présente et qui est, c'est merveilleux, avec lui je pourrais vivre ma vie, etc. Tous les désirs et les rêves qui se réveillent. Et puis en même temps, tout de suite en arrière, il y a la moindre chose, le moindre aspect de cet homme nouveau peut redéclencher tout le drame. Un mot de trop, un geste, une impatience, tous les hommes sont pareils, etc., etc. Et ce ne sera jamais possible, le désespoir. Et là, et la répétition des feelings, des ressentis qu'avait la petite fille envers son père, qu'il admirait. Hein. Tu peux avoir le père pour qui la petite fille c'est tout, et puis en même temps, euh, qui est juste utilisé comme un objet, comme un faire-valoir. Donc, je vois beaucoup de femmes qui peuvent avoir cette difficulté. En même temps, mon père m'adulait, hein, et tu ne vois pas comme ton père t'adulait, peut dire une mère. Et puis la petite fille est devenue femme qui se rend compte, ben non, ce n'est pas mon vécu. Mon vécu, c'est que j'étais utilisé mais que je n'existais pas en tant que moi. Donc ça crée des déséquilibres dans la relation, même de la mère par rapport à la fille, de l'homme qui a une relation indue et presque incestuelle, ou parfois carrément incestueuse avec sa petite fille, et puis la mère qui est en réaction parce qu'elle peut devenir même agressive envers sa fille, alors que le responsable, c'est son mari. Hein, ou c'est elle dans la capacité d'être en relation avec son mari. Ce n'est pas pour dire responsable en termes de culpabilité, mais ce sont des jeux extrêmement complexes dans lesquels la petite fille est utilisée à son insu et dans lesquels, dans les situations dans lesquelles la mère peut devenir aussi agressive envers sa fille. Donc, et la fille, la petite fille, ensuite, en grandissant même jusqu'à l'adolescence, et plus tard aussi, en conséquence, est perdue là-dedans. Et elle est perdue parce qu'elle peut pas, elle perd sa mère, elle perd l'affection de sa mère. Il y a quelque chose d'ambivalent vis-à-vis de la mère qui se construit. Et en même temps, donc elle ne peut pas s'identifier à sa mère, et en même temps, elle est complètement perdue par rapport à une relation amoureuse avec un homme qu'elle va rencontrer. Donc, tout ça, pour se reconstruire dans tout ça, parce que ta question, c'est vraiment comment se reconstruire dans tout ça.
Hmm. J'ai déjà donné des éléments de solution. Il y a la thérapie. Et je pense que beaucoup de gens ont besoin de passer par des phases de psychothérapie dans un rapport duel, hein, et aussi en groupe. C'est une nécessité. Et là, ça demande, et c'est rare finalement, je crois, des thérapeutes qui sont vraiment des êtres intégrés eux-mêmes, c'est-à-dire qui ont compris ce qui s'est passé. Alors, l'élément de réponse, comprendre ce qui s'est passé dans mon enfance, comprendre que les ressentis que j'ai à l'âge adulte, en relation avec les hommes, en relation avec les femmes, et dans le couple, vis-à-vis de mes enfants, tout ça, c'est conditionné, c'est une répétition de ce que j'ai vécu dans l'enfance, et de le voir, de le voir. Et justement, dans ce même séminaire, il y a un homme qui a parlé beaucoup, qui a fait énormément de prise de conscience en utilisant l'image de la marionnette. Je suis, euh, je suis mené par mon inconscient et par les scénarios de mon enfance comme par un marionnettiste qui suit un scénario. Et, Et je ne suis pas moi. et justement, comment expérimenter, une fois qu'une personne prend conscience justement des mécanismes, donc c'est déjà super de pouvoir les voir, mais comment expérimenter en fait de nouveaux mécanismes? Parce que c'est comme si on avait appris toute notre vie à marcher d'une certaine façon et qu'il faut changer comment en fait voir les alternatives. C'est surtout ça, euh, comment choisir ces alternatives Eh bien, comportementales. là, je reviens c'est le rôle du psychothérapeute. Et quand il peut y avoir, par miracle, un couple de psychothérapeutes, tu vois, pour moi, c'est un miracle ce que je vis. C'est pas nécessairement facile, c'est pas écrit d'avance, hein, mais quand même d'être capable de co-animer Marianne et moi, mon partenaire et moi, que les gens, même en psychothérapie individuelle, savent que si à un moment donné, pendant une période, pendant quelqu'un que je suis régulièrement chaque semaine, peut choisir ou peut décider ou avec moi ou à sa propre demande, une personne, homme ou femme, peut dire ben là, je ferais bien une séance avec Marianne, ou je ferais bien quelques séances avec Marianne, ou quand au cours même d'une séance, je vais dire, ben, écoute ça, je vais chercher Marianne, je pense qu'elle serait plus à même de te répondre là-dessus en tant que femme, et que ce soit l'inverse aussi, que Marianne puisse venir me voir, dire, je suis avec un homme, est-ce que tu voudrais lui dire quelques mots, ou voir qu'est-ce que tu en penses de cette situation, de ce type d'énergie, je ne sais pas quoi. Mais là, c'est vraiment pour moi miraculeux. Et là, c'est un moyen euh, tu sais, dans une psychothérapie, il y a les psychothérapies à court terme où il y a juste pour régler un problème, pour régler une difficulté, un conflit, tout ça, ça a son importance. Hein, je dirais la thérapie instantanée, là, aux deux, Mhm. trois séances, etc., on passe une difficulté. Mais il y a aussi ce que j'expérimente et qui est plus la vision psychanalytique traditionnelle, bien que je le vive d'une façon complètement non traditionnelle, atypique, je dirais. Mais il y a une reconstruction lente et profonde par des nouvelles expériences. Et les nouvelles expériences se font dans la relation intime avec le ou les psychothérapeutes. Et pour des personnes qui viennent parfois en thérapie individuelle, qui viennent ensuite dans des séminaires, hein, la danse de Kali,
enfin, les qui suis-je, enfin, les groupes, enfin, différents groupes de couples, etc. Et il se passe, je dirais, progressivement, mais ça prend du temps. C'est des cycles, je pense, de 2-3 ans, minimum, minimum, où peu à peu, sans s'en rendre compte, la perception du masculin et du féminin évolue et qu'il y a une reconstruction de la psyché. Hein, et qui va souvent avec une reconstruction de la posture, même de la posture physique. Je vois toujours en rapport, parce que c'est récent, avec ce séminaire de passé, là, une femme qui a eu à voir avec un père très difficile et, et qui a distribué, qui avait tout son corps distribué dans son énergie par rapport à la lutte, et faire face et comprendre ce qui se passe, et comme ça, pencher en avant. Et puis qui peu à peu se détend et fleurit, c'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup la barre ici s'estompe, le visage s'ouvre et c'est découverte après découverte avec tout le corps tout le corps se met à respirer enfin. Et pour moi, en tant qu'animateur de séminaire et psychothérapeute, c'est un émerveillement et une gratitude infinie à l'existence d'être avec ma partenaire un outil de transformation semblable. Donc, il y a une reconstruction qui se fait, alors, et de faire donc la nouvelle expérience, les nouvelles expériences, elles se font dans les groupes, elles se font par rapport aux thérapeutes et elles se font aussi dans les interactions entre les personnes du groupe. Et de voir que je ne suis pas le seul, je ne suis pas la seule à avoir vécu telle ou telle difficulté, et telle ou telle structure, et d'être en reconstruction pour ça, et d'avoir une, comment je dirais, une fraternité qui se reconstruit, ou une sororité. Dans la, et il y a beaucoup d'hommes qui sont au départ en incapacité d'être en véritable relation intime avec d'autres hommes et qui cherchent curieusement la relation avec les femmes, mais sans se rendre compte que la relation avec les femmes, elle est biaisée dès le départ parce que c'est une recherche du féminin parce que la mère a été inadéquate et une incapacité de se construire en homme véritable. Donc euh, on peut avoir comme cela des difficultés majeures de l'homme qui est, comment dirais-je, tout souriant, euh, très attractif pour les femmes, mais qui en fait, dont j'allais dire, les fruits ne seront pas à la hauteur de la promesse des fleurs. Hein. Et donc, ça peut être des hommes qui sont très séduisants, même très avenants, etc., que toutes les femmes ont envie de tomber dans les bras, et pour ensuite se rendre compte qu'ils ne sont pas construits. Ils ne sont pas construits, donc ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas tenir dans la durée, ils ne peuvent pas tenir dans leurs responsabilités, ils ne peuvent pas tenir. Tu vois. Et là, par ce biais-là, j'en viens avec une des grandes souffrances aussi, euh, une des causes, et donc qui peut orienter aussi vers les modes de guérison, c'est quand il y a absence, et parfois absence totale, d'amour maternel vrai. Et des choses qui se répètent de génération en génération, c'est généalogique. Des mères qui sont vraiment, qui sont plus animées envers leurs garçons d'une énergie de revanche
et de castration que d'une énergie, justement, d'admirer cette énergie conquérante et même sexuelle de leur petit garçon. Hein? Pour qui ça fait de sentir ce petit garçon qui se dresse et qui part à la conquête du monde. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, il va être comme mon père, il va être comme un. Là, et parfois, ça va à des extrêmes. J'ai eu en thérapie un homme pour lequel la mère a emmené ses 3 garçons de 9 à 13 ans, quelque chose comme ça, se faire circoncire par vengeance contre le père qui vient de partir. Là, donc, c'est dans un acte vraiment, pour moi, abominable. Tu vois? Et là, ça peut aller jusqu'à quelque chose de physique. Quel serait peut-être le conseil pour clôturer que tu pourrais donner à chacun justement pour, donc, au-delà de la thérapie, du travail de groupe, pour La explorer. première chose que je dirais de mon conseil, c'est de ne pas clôturer. Encore tellement de choses à explorer. Parce que la reconstruction, elle se passe aussi comme je dirais je disais tout à l'heure, le masculin et le féminin, c'est à regarder déjà dans l'aspect physiologique, hormonal, postural. Donc, c'est très ancré dans des rôles biologiques de paternité, de maternité. Qu'est-ce que c'est de concevoir un enfant? Qu'est-ce que c'est qu'un père qui ne conçoit pas? On peut, on peut concevoir biologiquement sans avoir conçu réellement, sans savoir ce qu'on fait. Et, je me demande si la plupart des enfants ne naissent pas, je pense, sans avoir été véritablement conçus. Donc, il y aurait encore de cela à parler. Et comment, donc, pour en venir, une chose, c'est que pour moi, j'ai compris aussi que ma reconstruction masculine passait aussi par la conscience de mon corps et en particulier de ma colonne vertébrale. Et Marianne insiste que même pour pouvoir construire le féminin, les femmes doivent construire leur colonne vertébrale, leur solidité et leur aspect yang dans la vie. Parce que quand, quand je n'ai pas d'axe solide, qu'on pourrait appeler l'axe masculin, la poitrine et le ventre ne peuvent pas être en expansion, en ouverture et en expansion. Parce que c'est tout ratatiner. Si mon dos n'est pas aligné, tout le devant de mon être est ratatiné. Donc c'est vraiment toujours une reconstruction des deux. Ce processus du jeu du masculin et du féminin est entre hommes et qui se joue tellement entre hommes et femmes. L'ultime est l'intégration des deux. Il y a une période de la vie, je ne suis plus homme ou femme, je suis les deux, l'androgyne. Et de savourer cette plénitude. Je te remercie, Lilia, de tout ce temps passé ensemble. J'espère qu'il sera utile à d'autres personnes.